Pour ces débuts start-up, donc on a changé, vous l'avez vu, de cadre, parce que généralement on se trouvait dans l'amphi 2. Et pour la première fois, ce n'est pas un membre du start-up, mais un membre important de cette université qui va donc traiter du Front National comme objet d'étude. C'est un chercheur reconnu, donc c'est important que l'université de Perpignan présente ces chercheurs reconnus, puisque fondamentalement, et sans blesser personne, ils ne sont pas si nombreux. Donc il a en particulier publié un nombre important d'ouvrages. Je vous cite l'un des plus récents et l'un des plus accessibles au format poche sur Dans l'ombre de Le Pen. C'est donc un ouvrage qui traite des numéros 2 du Front National et plus amplement il y a un ouvrage maître sur les racines idéologiques et historiques du Front National. Et à cette occasion-là, Nicolas Lebourg a réalisé pour le site Le Monde un document qui est toujours en ligne, donc c'est sur lemonde.fr, et qui retrace en fait la progression du Front National du début des années 60 jusqu'à nos jours, avec en particulier son idéologue qui est François Genoux, c'est ça je crois. C'est François Duprat. François Duprat, pardon. Genoux, c'était le banquier. C'était le banquier, oui, voilà. C'était le banquier. C'est important de définir aussi. Donc François Duprat, qui est une personnalité assez méconnue de l'histoire politique française et qui est donc le principal idéologue du Front National et qui a donc donné son ADN, si on veut, idéologique, avec sans doute, on verra, ce sera peut-être l'objet de certaines questions d'inflexion idéologique depuis 2 ou 3 ans, dû à la nouvelle présidence du Front National. Mais sans plus tarder, donc je vais laisser la parole à Nicolas Lebourg, que je remercie évidemment d'avoir accepté de vous présenter cette conférence. Merci. C'est moi qui vous remercie, c'est moi qui remercie le startup, merci à vous. Moi, lorsqu'on m'a expliqué un peu la règle du jeu de ces rencontres startup, je trouvais ça intéressant. Je vous avoue que je ne suis pas très de nature poussé à faire moi mon travail, je vais vous dire comment je travaille, et voici la beauté de mon nombril. C'est pas trop ma nature, je suis un peu plus... Enfin, disons que c'est pas mon style. Ce qui me paraissait intéressant là, justement, c'était de discuter du fait, est-ce que c'est un objet d'étude ordinaire ou singulier dans ce contexte? Comment on peut travailler sur l'extrême droite? Parce qu'il y a toujours certaines questions, quand justement on discute avec les étudiants, ou même avec un public large, parfois aussi avec des militants associatifs ou politiques, comment on peut travailler sur une telle question? Quelles sont les difficultés méthodologiques qui sont inhérentes? Donc non pas que je veuille là vous expliquer à quel point j'ai un champ de recherche qui est le plus beau, etc., mais à aborder ces questions-là. C'est un sujet qui est assez brûlant pour le chercheur. C'est un objet qui a des problèmes de validation dans la communauté académique, parce qu'on pose les questions des relations entre le chercheur et son objet. Et vous pouvez avoir très bien, évidemment, quelqu'un qui trouve tout à fait intéressant le fait que vous révéliez un grand nombre d'informations à coup de documents internes et qui, la minute d'après, va jouer les vierges effarouchées lorsque vous parlez de vos contacts, de vos relations à l'intérieur des milieux extrémistes. Bien évidemment, si vous voulez sortir des documents internes, vous devez bien évidemment aller au contact des gens, vous devez les fréquenter, vous devez être, comme aurait dit Mao Zedong, comme un poisson dans l'eau. Hein. Et donc là, vous allez avoir déjà ce genre de petits problèmes qui vont se poser. Est-ce qu'il est sied à quelqu'un de la communauté académique, du monde académique, d'aller fréquenter un tel milieu? En même temps, c'est un objet qui amène une assez forte sollicitation médiatique, assez constante, ce qui pose là aussi plusieurs difficultés, parce que dans le monde académique, souvent lorsqu'on a une présence médiatique, ça n'a pas très bonne presse dans le milieu universitaire, c'est considéré comme des manières qui peuvent être un peu inadéquates. Et dans le monde, au contraire, médiatique, on veut souvent le label médiatique, mais pas forcément le label académique, mais pas forcément pour le discours que vous avez envie de tenir. Alors ça nous renvoie à cette vieille question de la sociologie du marché intellectuel. Vous savez, si vous êtes intéressé à la sociologie, j'imagine pour une partie d'entre vous, on divise le marché intellectuel en 2 marchés de manière classique. Il y a un premier marché, qui est le marché de la connaissance, qui est le marché du monde académique. C'est un marché scientifique qui est structuré par des règles de débat, de coopération et de concurrence. Et puis il y a un marché, qui est le marché effectivement de l'intellectuel médiatique, un second marché intellectuel, et qui là est profondément structuré par des questions d'éthique et d'esthétique. Alors avec cet objet-là, on est toujours en train de marcher, si j'ose dire, sur ces 2 marchés. On doit faire et comprendre, d'abord, avant toute chose, que l'on se refuse à l'éthique et à l'esthétique. L'extrême droite, ce n'est ni mal, ni bien. Je m'en fous, éperdument.
Je n'ai aucun jugement moral sur la chose, ça ne me regarde pas. C'est quelque chose qui, bien évidemment, met mal à l'aise un certain nombre de gens qui vont considérer qu'on est là pour tenir un discours moral. Pour ma part, ce n'est absolument pas mon affaire. Et je l'assume tout à fait. Alors, résultat, on va se faire traiter de Ponce Pilate, bien évidemment, hein, mais c'est ainsi. On est obligé, sur ce genre de champ de recherche, de tendre les verges pour se faire battre. Il y a la question également de la pertinence heuristique de l'objet. La question de l'extrême droite, est-ce qu'elle est pertinente en tant qu'objet scientifique? Alors, on voit bien dans le monde académique, jusque dans les années 1980, il n'y a quasiment pas de chercheurs sur la question des extrêmes droites. Il faut la cristallisation du vote sur le Front National pour qu'on puisse commencer vraiment à se poser sérieusement la question chez les politologues et chez les historiens. C'est encore pire, puisqu'il y a ce dogme à la base imposé par René Raymond, hein, et par ses émules, l'idée il n'y a pas de fascisme en France, la France est un pays allergique au fascisme, tout au mieux peut-il y avoir quelques feux de paille populistes de temps à autre, donc ce n'est pas un objet en soi, c'est un objet qui n'existe pas historiquement sur le plan politologique. Pour l'espace médiatique, c'est pas la même chose, parce que là, il y a un niveau de demande qui est fonction de l'actu. Il y a deux types d'actu sur lesquels on va se retrouver sollicité. C'est bien évidemment les périodes électorales, à quel niveau va-t-on, quelle est aujourd'hui la nature du parti, éternelle question, tarte à la crème, le Front National est-il toujours un parti d'extrême droite, est-ce que Marine Le Pen c'est la même chose que son père, etc. etc. Ce type-là, alors là on est sur quelque chose, c'est attendu à l'avance, c'est pratique, vous savez que 6 mois avant les élections vous ne pouvez plus respirer. Et puis il y a le surgissement, bien évidemment, type les attentats en Norvège faits par Anders Breivik, où il y a eu, j'ai eu un mois de félicitations pour ma part, effectivement, qui était un petit peu délicate à gérer, tellement il y en avait, parce que là, effectivement, on vient vous dire, moi j'ai pas mal travaillé sur ces questions de violence, je connais ça assez bien, François Duprat, sur lequel effectivement j'ai fait avec mon ami Joseph Beauregard un ouvrage et un documentaire, il a été assassiné à la voiture piégée, etc. Donc je connais pas mal ces formes-là de terrorisme. Donc là vous vous retrouvez effectivement à être un peu la seule personne ressource, extrême droite radicale, attentat à la bombe, etc. Les lone wolf, etc. Vous vous retrouvez à être assez sollicité. Donc résultat, vous devez vous retrouver à ces moments-là à devoir répondre à cette demande médiatique, mais à une demande médiatique qui est toujours assez brûlante. La question, c'est toujours en termes à ce moment-là de danger. Comment vous la posez? Est-ce qu'il y a un danger pour la démocratie? En fait, vous vous retrouvez assez paradoxalement, surtout quand vous êtes de l'horizon politique dont je proviens, qui est assez loin de mon champ de recherche, c'est le moins qu'on puisse dire, il est plutôt en face, vous vous retrouvez à passer votre temps à jeter des seaux d'eau. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui jettent des seaux d'huile, à ce moment-là, vous vous retrouvez avec une fonction sociale, une éthique du chercheur qui s'impose, qui est effectivement une éthique de pacification sociale à minima. Cette recherche sur l'extrême droite, résultat par rapport à tout ça, elle concerne un tout petit noyau. On est très peu à travailler sur l'extrême droite en France. On est très peu, ça a un gros avantage, on est copains. C'est une affaire de bande, le travail sur l'extrême droite. Ça pourrait poser d'ailleurs un certain nombre de questions à des gens là aussi qui s'intéressent à la production du savoir ou à la sociologie du savoir, qui est effectivement, comme c'est un petit groupe avec des gens qui communiquent entre eux en permanence, est-ce que ça ne pose pas un peu question sur la production du savoir, sur la production, ce que l'on passe ensuite dans les médias également, les analyses que l'on passe par cet effet de rassemblement assez fort, et ça c'est lié vraiment à la manière dont ce sujet est brûlant, le fait qu'on ne soit pas beaucoup, qu'on fasse un peu la tortue. Donc des problèmes, je citais la question de l'éthique politique, Max Weber, le savant et politique, on revient toujours à cette question-là. Il y a une éthique politique du chercheur forcément sur ces questions-là. Il y a la question de l'interaction avec le sujet. Vous savez, Henri Rousseau avait fait un ouvrage absolument magnifique. Si vous ne l'avez pas lu, lisez-le, diable, vous serez heureux de le découvrir. C'est le syndrome de Vichy. Je vous expliquais comment la société française de l'après-Seconde Guerre mondiale s'était amplement construite par différentes manières d'aborder de façon obsessionnelle la Seconde Guerre mondiale et les fameuses années noires, etc., selon les formules consacrées. Et la façon dont ce souvenir de Vichy
venez aujourd'hui produire nos représentations sociales, nos représentations culturelles et superviser le tout. Résultat, alors à mon avis, on est en train de changer d'ailleurs le régime de mémoire, c'est de plus en plus la guerre d'Algérie qui prend place aujourd'hui en référent mémoriel. Et on voit d'ailleurs que si le père Le Pen était toujours dans les provocations par rapport à la Seconde Guerre mondiale, sa fille ne cesse de nous parler de la guerre d'Algérie et des harkis. Il y a un changement de tempo qui est également traduit par le Front National, qui est une formidable machine de traduction des dynamiques culturelles de la société française, et c'est un très bon révélateur. Donc notre société, elle a été dans cette obsession mémorielle autour de la Seconde Guerre mondiale, avec résultat une thématique récurrente, et qui sont les nazis d'aujourd'hui. Qui diable est ici le futur SS qui va tuer tout le monde? C'est la question autour de laquelle on tourne absolument en boucle, avec une question qui n'a bien évidemment strictement aucun sens. Ça fait que l'on fait de l'antisémitisme, qui plus est, l'ultima ratio du sujet. Ce qui nous amène à toute une série de contresens. On vous dit, le nouveau Front National, celui de Marine Le Pen, n'est pas le parti des dérapages antisémites. Donc, il ne serait plus un parti d'extrême droite. Ça n'a strictement aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Le Front National demeure structurellement un parti d'extrême droite, et oui, tout à fait, Marine Le Pen n'est pas une femme antisémite, qui n'a jamais tenu de propos antisémites, et manifestement, ça ne participe pas à sa vision du monde. Par contre, fondamentalement, le Front National conserve toute la structure idéologique du courant qu'on nomme le national-populisme, qui est le courant dominant dans notre vie politique à l'extrême droite depuis les années 1880, ça fait 130 ans, et ça ne change pas. La question est très mal posée là-dessus. À côté de ça, on va vous parler d'islamo-fascisme. À cause de cette question d'antisémitisme, ça n'a aucun sens. Il n'y a aucun chercheur qui travaille sur la question du fascisme et de l'extrême droite radicale qui considère qu'il y a un rapport avec l'islamisme. L'islamisme ne veut pas un État impérialiste qui, par une politique belliciste, produise un homme nouveau. Ça, c'est le fascisme. Ça, c'est cette forme-là de totalitarisme de droite qu'est le fascisme. Ça n'a aucun rapport avec l'islamisme, qui n'est pas du tout cette problématique de l'État nouveau. Parce que cette question de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale et de la place de l'antisémitisme après le judéocide va devenir la question centrale, et c'est tout simplement une mauvaise question. C'est une mauvaise question, et ça vous montre, dès qu'on parle un petit peu, qu'on se retrouve toujours avec des mots complètement piégés. Parce que là, en quelques instants, je viens de prononcer une série de mots sur lesquels il y a toujours des débats publics récurrents, quel que soit le travail qui a été fait dans les sciences sociales autour de extrême droite. Et on va vous dire systématiquement, ah mais l'extrême droite, on ne sait pas ce que c'est. Écoutez, moi j'écris plein de bouquins dessus, les gars, vous êtes gentils, à chaque fois je mets la définition pour commencer. On va vous dire le fascisme. Le fascisme, on a écrit des milliers de pages pour définir le fascisme. Le débat sur l'interprétation du fascisme, il commence dès l'entre-deux-guerres, il commence dès les années 20, il n'a jamais été cessé dans le monde académique depuis les années 70 avec un débat à haut niveau intellectuel, international, tout à fait intéressant. Pardon. On va vous dire totalitarisme. Totalitarisme, ça a certes été un mot piégé, mais depuis la chute du mur de Berlin, depuis que ce mot n'est plus piégé par le débat, comme quoi ce serait un terme de l'anticommunisme pour disqualifier le camp de l'Est, etc. Et je pense en particulier aux excellents travaux d'Emilio Gentile en Italie, il y a un débat tout à fait sérieux sur ce qu'est le totalitarisme. Mais on va vous ramener toujours à ces questions-là. Et on est obligé, toujours, on est en doute, effectivement, on est sur cette question, au débat social, qui est sur un temps très décalé par rapport au débat dans les mondes académiques. Je vais vous prendre un exemple, Didier Blanc montrait tout à l'heure la couverture d'un bouquin sur le numéro 2 du Front National. C'est un bouquin qui est paru à la mi-novembre, et résultat, dans le cadre de la promo, j'ai le plaisir de faire un chat sur le site du Monde, avec les journalistes Abel Mestre et Caroline Monod. Question des lecteurs du Monde, vous savez, qui les interrogent comme ça pendant les chats, est-ce que le Front National est toujours un parti d'extrême droite? Et je me retrouve à expliquer, comme à l'accoutumée, que tout simplement la question est mal posée s'il est entendu. Est-ce que c'est un stigmate moral? Ce n'est pas un stigmate moral, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui existe depuis 130 ans dans la vie politique. Si ça existe depuis 130 ans dans la vie politique, ça veut dire que ce n'est pas directement connecté avec la question du nazisme. C'est pas F comme fasciste, N comme nazi,
C'est une question structurelle de la vie politique française, c'est un segment structurel de la vie politique française, et c'est une question autre. Donc vous voyez, vous êtes dans le rôle, je crois, normal de l'intervention médiatique, de la pacification, de la mise en clarté d'un phénomène, et vous ne stigmatisez pas plus que vous ne faites de la géographie, vous définissez dans l'espace et dans le temps. Il suffit néanmoins, dans ce genre de réaction, dans ce genre d'intervention, le soir même, j'avais sur Twitter Florian Philippot, le numéro 2, à ce moment-là, et peut-être sans doute encore pour quelques temps, je ne sais, du Front National et Marine Le Pen, qui tweetaient tous deux sur Twitter. Donc Nicolas Lebourg est un historien d'extrême droite. Bon. Il y a des journalistes qui interrogent ensuite Philippot, qui explique c'est celui qui dit qu'il est. Donc là, on se retrouve effectivement face à un vrai problème, qui est une intervention, on voit bien, on se retrouve à intervenir dans notre champ. À la base, moi, je ne cherche pas spécialement à intervenir dans mon champ. Je ne suis bien évidemment pas là pour ça, je suis là pour l'étudier, pour l'analyser, mais bien évidemment, au moment où on tweete contre vous, on voit bien qu'il y a là une incompréhension du rôle de l'analyste par certains politiques, peut-être par un certain manque de maturité, parce que bien évidemment, il y a une écologie du politique, il y a une économie du politique, il y a des gens qui agissent, il y a des acteurs politiques, c'est très bien, il y a des journalistes, et c'est très bien, et il y a des chercheurs et des analystes, et c'est très bien. La plupart des cadres d'extrême droite le comprennent d'ailleurs extrêmement bien, comprennent très bien qu'il y a une économie globale et que chacun joue son rôle, chacun y est à sa place. Mais on ne peut parvenir à travailler sur ce genre de milieu sans être dans une interaction. J'ai souvenir, alors je vous prends quelques exemples pour jouer le jeu par rapport à l'arrêt qui m'a été explicité. J'avais fait en 2004 un article sur les stratégies pratiques des courants de l'extrême droite radicale, qui les reprenait sur une quarantaine d'années et qui était basé sur les documents internes de ces mouvements. Et il s'agissait de voir quelles étaient les stratégies qui avaient fonctionné au niveau propagandiste, quelles étaient les plus fonctionnelles, celles qui répondaient le plus à une demande sociale, et qui étaient celles qui tombaient le plus à l'eau, qui fonctionnaient le moins bien. On essaie de comprendre pourquoi, comment un certain nombre de thèmes peuvent fonctionner dans les sociétés démocratiques classiques. Bon, c'est un texte, résultat, j'avais reçu un email très sympathique, très courtois et gentil d'un cadre d'extrême droite qui m'avait dit très bien ce papier, très intéressant, on a fait un séminaire autour à la direction, on a distribué les photocopes, on a tous bossé là-dessus de manière à voir quel type de propagande on va pouvoir faire maintenant. C'est en Belgique, un mouvement d'extrême droite belge. Et donc ils ont refait leur propagande, ils ont travaillé leur nouvelle propagande par rapport à cet article. Moi, bien évidemment, je n'avais pas demandé un chèque en tant que consultant, c'était pas du tout mon job, j'ai fait ça dans une revue à comité de lecture, c'était un travail d'analyse politique tout à fait classique. Mais même lorsque vous êtes là-dedans, et bien évidemment sans du tout y penser à ce moment-là, parce que j'étais en train de rédiger ce papier, vous vous retrouvez à interagir. Autre chose qui montre à quel point on se retrouve ferré dans ces questions entre la recherche et la répercussion médiatique, début janvier, là, après la sortie donc, de ce bouquin sur les numéros 2, il y a le journal Minute, donc grand journal classique de la presse extrême droite française, qui fait un dossier sur le lobby gay au Front National, ce qui va occuper ensuite Marine Le Pen dans ses interventions médiatiques pendant un petit mois. On va lui poser des questions autour de ça. Et le dossier de Minute part de mon bouquin, d'un chapitre qui est là-dessus. Et le site, etc., il y a bon, je sais pas, je n'ai pas fait le bon, enfin, disons qu'il y a 20% de l'article qui est composé de citations du bouquin. Et je me suis retrouvé pendant un mois ensuite avec des demandes de journalistes qui m'appelaient, soit pour des interviews, soit pour de la conversation en off, en disant mais qu'est-ce que vous en pensez? Je remontais à l'explication, me dire mais vous validez alors la thèse de Minute? Et le problème c'est que le type n'avait pas lu Minute et n'avait pas lu mon bouquin. Je valide ce que je dis moi, c'est ce que je dis moi en plusieurs temps. Et je me suis retrouvé résultat, même pris à partir dans un article, on dit Nicolas Lebourg, qui est un type qui est censé être de gauche, valide ce que dit Minute. Vous voyez quand même, on n'est pas loin des rouges-bruns. On est évidemment là dans le non-sens le plus absolu, d'autant que mon propos à moi sur la question des gays au Front National était à peu près l'exact inverse de ce qu'ensuite était le bruit médiatique. D'expliquer que ce n'était pas la question des homophobes contre des gays modernes, mais que c'était une évolution de la sociologie de l'extrême droite tout entière qu'on pouvait comprendre
à travers cette question d'une présence massive de gays à la direction du Front National. Et bien évidemment, pour ma part, je n'ai fichtrement rien contre la chose. C'est évidemment pas du tout dans une perspective ni pro ni anti-gay. Donc vous voyez, on se retrouve toujours comme ça un peu dans ces contextes-là un petit peu délicats, un petit peu tendus, et avec cette question d'une espèce de diabolisation par capillarité. Puisque l'objet, effectivement, a toujours ce côté sulfureux, à un moment ou l'autre, le chercheur qui travaille dessus se risque de se retrouver diabolisé par cette espèce de capillarité, par cette espèce de champ magnétique. Parce qu'il va être entendu pour beaucoup de nos concitoyens, de manière tout à fait sincère, dans leur opposition à l'extrême droite, que le militant d'extrême droite est par définition quelqu'un qui cherche à manipuler, quelqu'un qui est un menteur, quelqu'un qui, même s'il dit par exemple qu'il accepte les règles démocratiques, ça sera forcément le double jeu. La thématique du double jeu est, je crois, un des pires lieux communs de l'analyse de l'extrême droite. Et donc forcément, celui qui travaille dessus, soit il est un naïf, à un moment, quand il essaie de comprendre les choses un peu hors de ce cadre manichéen, soit il est lui-même un manipulateur, il est lui-même un agent du diable. Alors, il y a pourtant une méthodologie pour répondre à ça. Dans un cadre universitaire, on le sait, ce qui fait tout, c'est la méthode. Chacun a la sienne, je ne prétends pas que la mienne soit le modèle à suivre. Pour ma part, je travaille toujours sur la même méthode, avec un corpus de sources à 4 composantes. Bien évidemment, ce qui va être le classique de toute approche politologique, ça va être la production. Vous avez bien évidemment les discours, la presse, etc., tout ce qui est produit par l'objet que vous étudiez. Ensuite, les sources internes, parce que la confrontation entre ce qui est dit et la motivation, bien évidemment, de cette production, les tensions internes à un mouvement politique, là, vous allez trouver dans les notes aux militants, les directives aux militants, les notes de réunion, etc. Donc ces sources internes, elles sont fondamentales. Troisième élément du corpus, les témoignages. La mémoire est un objet extrêmement fragile. Nous reconstruisons profondément chacun nos vies, nos ressentis. Nous avons tous, autant que nous sommes des tendances téléologiques, à considérer que les choses se sont passées ainsi parce qu'elles devaient finir comme elles ont fini. Donc tous nous reconstruisons, mais néanmoins, le témoignage reste un élément intéressant quand justement il est cadré par les optiques de source. Donc moi j'aime bien les témoignages, et puis ça permet d'aller dans l'humain, parce que quand même, au bout du compte, pour ma part, ce qui m'intéresse dans les sciences sociales, c'est de comprendre l'être humain, c'est de m'approcher de l'être humain, pas de s'en tenir qu'à un niveau purement structurel. Et puis, in fine, il vous faut bien évidemment les documents, un autre type d'agents impliqués, qui sont les rapports de police. Tout ce qui est documents des renseignements généraux, documents de la police judiciaire pour les délits violents, etc. Où là aussi, vous avez toute une série d'informations très intéressantes. Là aussi, en sachant par la critique de la source, bien évidemment, ce sont des documents qui ont leur propre perspective, qui sont produits par des fonctionnaires de police, qui ont leur propre logique de production, leur propre logique de classification des documents. Et là aussi, vous devez les éclairer, évidemment. Il faut avoir les 4. À mon avis, il faut avoir les 4. Et c'est là qu'on arrive à toucher, à sentir ce qui se passe. Ça fait, même avec un si, bien évidemment, vous pouvez avoir la réaction, je vous disais, ces difficultés de réaction, vous allez avoir on va dire les crétins de droite et les crétins de gauche, parce qu'on est dans le champ politique. Le crétin de droite va vous faire... va s'étonner, mon Dieu, mais comment ça se fait qu'il y ait des sources de police, pourquoi il y a des sources de renseignements généraux, est-ce que c'est pas un flic, etc. On va rentrer dans toute cette fantasmagorie conspirationniste. Le crétin de gauche va lui considérer que le problème c'est votre usage des témoignages, parce qu'il est quand même bien raisonnable d'aller passer des heures à discuter avec des gens d'extrême droite quand il suffit de dire de manière très très simple qu'ils ont tort. Et qu'on gagne beaucoup de temps. Si vous passez des heures avec eux, si vous allez discuter avec eux de leur vie, de leur motivation, de leurs idées, etc., est-ce que quelque part, vous n'êtes pas, une fois de plus, une espèce d'impresario? Donc, vous allez avoir ces choses qui, dans les deux cas, sont les mêmes. Il s'agit d'une lecture conspirationniste du travail des chercheurs. Il s'agit, à un moment ou l'autre, de vouloir enlever, non pas d'aller critiquer le raisonnement, ce qui est entièrement libre, bien évidemment, dans le débat académique,
mais d'aller critiquer un type de source en la considérant comme impure. Or, par définition, la source, toute source est utile. Hein. On peut critiquer l'usage de la source, on peut critiquer l'analyse faite de la source, on peut critiquer le manque de critique faite de la source, mais on ne saurait critiquer la source en soi et par principe. Donc c'est des effets de déplacement. Je ne sais pas si vous êtes très branché au startup sur la sémiotique, mais on est sur les choses de sémiotique. Hein, vous savez, on émet un discours, et puis il y a la question de sa réception. Hein, et puis le problème de la réception, c'est le bruit, c'est-à-dire le bruit, c'est tout ce que nous avons déjà intégré, hein, c'est nos préjugés, nos préconçus, tout ce qui va venir altérer notre réception. Alors, je vous prends juste un dernier exemple dans ces travaux. Le bouquin sur Duprat, on avait sur le mouvement Ordre Nouveau, qui est le mouvement qui fonde le Front National en 1972 et qui est le plus important mouvement néofasciste qu'on ait connu dans ce pays, qui se reconnaît dans une logique néofasciste tout à fait au niveau idéologique et au niveau de sa structure, en son organisation, la manière dont on copie le Parti communiste en particulier, au niveau de ses stratégies, etc. On est clairement chez des néofascistes. Il y avait toujours eu la théorie que le mouvement Ordre Nouveau avait à un moment été une manipulation policière dans le cadre de la répression des mouvements d'extrême gauche post-1968, avec la grande violence d'Ordre Nouveau, et in fine en 1973, la dissolution par l'État d'Ordre Nouveau et de la Ligue communiste, l'ancêtre de la Club Nouveau, parti anticapitaliste, trotskiste, tous deux dissous pour atteinte à la sûreté de l'État en 1973. J'ai eu la chance et le plaisir d'aller travailler sur les sources des renseignements généraux, de la direction de la surveillance du territoire, du cabinet du ministre de l'Intérieur et du Conseil de ministres ayant permis cette dissolution. Et vous rentrez là dans une question qui effectivement, on voit qu'Ordre Nouveau joue un rôle pour l'État, qui permet à l'État d'assurer une répression contre les mouvements d'extrême gauche que l'État ne peut assumer en tant que tel dans une société démocratique. Mais on rentre dans une problématique, qui est une problématique à mon avis intéressante, qui est notre État n'a pas simplement le monopole de la violence physique légitime, selon la célèbre formule de Max Weber, il peut en faire une délégation. Il peut effectivement utiliser des structures privées pour assurer cette violence. Néanmoins, il conserve le monopole du droit, il fait la dissolution. Okay, donc, on arrive à comprendre que les rapports, lorsqu'il y a une demande sociale autoritaire, comme dans la France du début des années 70 fort, on peut avoir des embardés de l'état de droit qui vont se réguler grâce à d'autres éléments de l'état de droit. On rentre dans une réflexion sur les rapports entre État et société, sur la capacité dont la société se réprime elle-même. Alors là, votre difficulté, bien évidemment, elle est d'amener, je sais à un certain nombre d'interviews, par exemple, d'amener cette problématique-là, d'amener cette compréhension-là, qu'il faut dépasser l'histoire policière, dépasser la simple question de mais est-ce qu'Ordre Nouveau, c'est, pour reprendre le vocabulaire des gauchistes du début des années 70, est-ce que c'est une provoque des flics? Eh bien non, c'est la société qui produit directement ce genre de rapport, parce que c'est elle, par la demande sociale autoritaire, qui permet à l'État de jouer entre sa main droite et sa main gauche. Donc on se retrouve avec un discours du chercheur qui à ce moment-là est effectivement un discours qui par moment ne correspond plus tellement à l'attente sociale, parce qu'effectivement la réponse que vous apportez n'est pas la réponse qui est attendue de la part de la plupart des gens qui veulent avoir une réponse qui va être effectivement une réponse un petit peu policière, parce qu'elle va correspondre aux autoreprésentations des uns et des autres, légitimer leur positionnement contre l'extrême droite ou considérant qu'on en a trop fait, trop dit contre l'extrême droite, et que votre réponse est ni oui ni non, ce qui effectivement est considéré comme une réponse de Normand, alors que c'est tout simplement une réponse, je crois, pondérée. Mais on peut vous dire que vous ne répondez pas à la question. Moi je vais essayer de répondre à vos questions. Voilà, je ne vais pas vous faire un laïus plus long, je voulais juste faire un petit laïus introductif sur la manière dont on gère ce genre de recherche. Et puis voilà, je discute volontiers avec vous. Est-ce que finalement dans vos propos vous ne posez pas tout le problème de la restitution des travaux de recherche? Parce que finalement, lorsque vous faites une recherche, que vous écrivez, si elle s'adresse à vos pairs, vous restez dans ce que vous définissiez tout à l'heure, c'est-à-dire cette fameuse neutralité axiologique nécessaire pour valider justement ce travail de recherche. Mais en même temps, si vous considérez que cette recherche a également vocation à être diffusée, on va dire, de façon générale, à un grand public,
Parce que justement, ce grand public-là n'attend pas de vous une prise de position. Et de manière à vous inscrire, à vous mettre une étiquette et à vous identifier en tant que pro, anti, etc. C'est une excellente question. Alors moi je suis tout à fait pour la participation à l'espace public et médiatique. Je ne suis pas du tout de ceux qui pensent qu'il ne faut pas mettre les mains dedans. Je tiens régulièrement, je fais régulièrement dans Nouvel Obs. On m'arrive différentes fois d'intervenir dans le monde. On a fait, sur les numéros 2, ça avait commencé avec une série dans le monde, de portraits qu'on a fait dans le monde avec Joseph. Donc je suis tout à fait pour ça déjà, que les choses soient claires. Après, il y a la manière dont on fait. Pour ma part, je sais que dans les interventions de ces papiers-là faits dans la presse, j'essaye toujours de me tenir au même niveau intellectuel quasiment que je vais avoir si je suis dans une revue universitaire, si je suis dans un amphi, etc. Ça va juste être sur un certain nombre d'articulations. Hein, on va changer les choses pour rendre les choses évidemment plus faciles à lire peut-être, mais en essayant d'avoir le même apport d'information. Alors, ça fait effectivement, ça donne des choses amusantes, parce que par exemple, je sais que, pour prendre un exemple parlant, la veille du premier tour de la présidentielle l'année dernière, alors là, il y a une mise en abîme. Je fais un double compte-rendu sur le site du Nouvel Obs, du bouquin Enquête au cœur du nouveau Front National de mon ami Sylvain Crépon, et du Sens du peuple de Laurent Jouvet. Et là, parce que je crois que les deux ouvrages répondaient bien pour comprendre comment Marine Le Pen arrivait à avoir un certain impact dans des catégories populaires. Et c'est rigolo parce que, vous savez, il y a la possibilité de commenter, alors de même que on parle d'école du crime pour un certain nombre de choses, les commentaires sur les sites internet, c'est l'école du crime intellectuel. Il n'y a rien de pire. Et on voyait très bien là, dans les commentaires un certain nombre de cris effarouchés disant c'est absolument dégueulasse, le Nouvel Obs et M. Lebourg sont des salauds, c'est quelque chose dirigé contre le front de gauche. J'ai pas trop compris pourquoi. Pour faire monter Marine Le Pen, etc. Ça n'avait évidemment absolument aucun rapport. C'était l'analyse du bouquin d'un politologue, du bouquin d'un sociologue, fait par un historien, quant à la question de la structure du vote. Ça n'avait évidemment aucun rapport. Mais vous aviez tout à fait, alors là, vous aviez ces différents instruments, un compte rendu d'autres recherches, etc. Et une analyse essayant de les joindre. On voyait bien que la question des commentateurs en dessous était complètement déconnectée, et c'était rigolo parce qu'il y en avait un ou deux dans les commentaires, je me rappelle, parce que je les lis même si j'en pense du mal, ça c'est terrible. Il y en avait un ou deux qui demandaient aux autres, mais pouvez-vous citer le passage où ce type fait la promo de Marine Le Pen? Pouvez-vous nous donner une phrase? Évidemment, les autres étaient absolument... On le sent bien, vous voyez ce que je veux dire, ils étaient infoutus de citer une phrase, c'est juste qu'ils avaient bien compris quel était le propos. Donc oui, là, il y a un moment, il y a des grands décalages. Maintenant, la plupart du temps, sincèrement, par exemple, cette chronique-là dans le Nouvel Obs, elle avait très bien fonctionné. Il y avait beaucoup de lecteurs. Là, j'ai fait 2 papiers aussi la semaine dernière sur le plus maintenant du Nouvel Obs. Il y a un bon lectorat dessus. Preuve qu'on peut tout à fait expliquer des choses un peu complexes, parce que là, par exemple, sur des paroles et des actes, la semaine dernière, j'ai fait une petite remise en cadre historique des propos de Malek Bouti, parler du 6 février 34, etc. Qu'est-ce que c'est réellement 6 février 34? Pourquoi c'est pas l'imagerie qu'on développe dans le monde médiatique et dans la mémoire des gauches, etc. Et ça passe bien, les gens sont contents quand on respecte les gens. Ça fonctionne bien. Ça fonctionne exactement de la même manière avec le lectorat qu'avec les témoins. Je veux peut-être paraître horriblement naïf. Les gens savent très bien, à mon avis, quand on les respecte. C'est quelque chose qui se sent, qui est palpable. Quand quelqu'un respecte l'intelligence de ses lecteurs, la plupart des lecteurs le comprennent. Quand quelqu'un respecte ses témoins, ne porte pas de jugement moraux sur eux, ne va pas les trahir, leur donner un coup de couteau dans le dos, respecte parfaitement les faits et les in, etc. Les témoins, pareil, le sentent très rapidement et vous avez un autre résultat. Il y a la notion du respect, ça reste la chose fondamentale. Je me fais le porte-voix de Jean-François Calmette qui regrette de ne pas participer à cette conférence qu'il est pris par ailleurs, et il m'a transmis toute une série de questions qui sont un peu à la marge du thème, qui portent plus sur le fond, que je vais poser, et après je poserai mes questions en moi. Je ferai aussi mon propre porte-voix. C'est un très bon système au niveau politique, à mon avis. Oui, son propre porte-voix. Honnêtement, c'est mieux.
Donc, bon, il y a toute une question. Bon, il y a une sur le lobby gay que je supprime parce que vous l'avez évoqué. Il y a déjà un lobby gay maintenant au Vatican, sur qui il aurait fait. Oui. Donc, ça nous change du lobby juif ou franc-maçon. Bon. Il faut savoir varier. Voilà, il faut savoir varier le lobby. Quand on n'a pas un lobby des juristes ou des historiens, ça. Les juristes ne rentrons pas dans ce débat. Donc, voilà, il y a deux questions. La première, c'est vrai qu'elle est assez générale, grand public, si j'ose dire. C'est la récupération. Bon, tout à l'heure, vous avez évoqué le 6 février, qu'on étudie assez peu en histoire constitutionnelle, mais c'est la récupération de l'histoire constitutionnelle par le Front National, et en particulier, Jean-François Calvet souligne qu'il a noté donc une affiche sur un site internet qui est la suivante: Roger Salengro aurait voté Front National. Donc c'est juste effectivement pour illustrer cette récupération de MacMahon, de Jaurès par le Front National. Donc ça c'est sa première question. Y a-t-il une récupération de l'histoire constitutionnelle par le Front National qui viserait d'une certaine manière à se républicaniser entre guillemets? La deuxième qui est liée, qui présente de cette manière-là, directe, c'est: est-ce qu'il y a dans le Front National des gaullistes sincères? Et il cite donc l'exemple du fleurissement de la tombe du général de Gaulle, qui est lié d'ailleurs sans doute à la première question. Et rapidement, mes deux questions sur la méthode, une très simple et directe, puisque vous avez évoqué ce faisceau de 4 sources. Est-ce qu'il y a, lorsque l'on travaille sur l'extrême droite, une difficulté particulière d'accès aux sources? Alors, la dernière, plus large et pas provocatrice, même si elle peut être interprétée de cette manière-là. Lorsqu'on travaille sur un champ d'études, on a en général une certaine empathie. On a bien compris que votre empathie elle était plutôt dans le camp politique opposé que s'agissant du Front National. Et quand on voit, mais là c'est le citoyen lambda qui pose la question, quand on voit cela, ça marche presque pour tout. Pour tous les champs d'études, le chercheur a une empathie, et il me semble qu'on a une exception qui montre la particularité peut-être du domaine, c'est que moi j'ai l'impression que les chercheurs sur l'extrême droite sont à gauche. Alors que sur la gauche, bon, on a le livre noir du communisme de Courtois qui fait peut-être exception, je ne sais pas, mais alors que sur la gauche, on a des chercheurs de gauche qui travaillent sur la gauche. Donc là, il y a pour moi voilà, une interrogation. Donc voilà, j'en ai fini pour ces... Alors, je vais essayer d'en oublier aucune. Alors, tout à fait très juste au niveau de la sociologie. Si on regarde, nul n'en fait mystère là-dedans, on peut le dire. Hein, un politologue comme Jean-Yves Camus, comme Stéphane François, un sociologue comme Sylvain Crépon, ou moi-même, nous sommes tous des hommes de gauche. Et nous sommes tous venus à l'objet de recherche extrême droite, d'abord par une opposition militante de jeunesse à la question politique de l'extrême droite, qui nous a amené ensuite à avancer, etc. Ça c'est tout à fait vrai, et c'est vrai que c'est tout à fait singulier. Alors non pas que l'on ferme le banc, que l'on disait qu'il y a un petit côté tortue, un petit côté familial chez les chercheurs sur l'extrême droite. On veut bien que quelqu'un de droite vienne s'asseoir à table, hein, on n'aura rien contre, mais il s'avère que ce n'est pas le cas. Il s'avère que ce n'est pas le cas parce qu'effectivement, je crois, sans doute, ce sont des personnes qui ont été d'abord impliquées d'une manière effectivement plus militante, et que c'est plus dans la mémoire et dans la culture des gens les plus fortement à gauche, sans doute, d'avoir cette opposition viscérale à la base à l'extrême droite. C'est plus la culture de gauche qui a cette question de l'antifascisme au cœur. Alors, sans doute que ça explique en partie, mais en fait, il faudrait faire une sociologie de la question, et par définition, on fait mal la sociologie quand on est soi-même l'objet. Alors, dans toutes les questions, il va falloir que je me... L'accès aux sources. L'accès aux sources, alors oui et non. L'accès aux sources, vraiment, je n'en peux plus d'être assis, pardonne-moi, mais à un moment, l'accès aux sources, c'est une question assez particulière. Moi, ce que j'en sais, à chaque fois que j'ai voulu aller discuter pour avoir des sources à l'extrême gauche, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus difficile. Pourquoi? Parce que l'extrême gauche, par sa formation léniniste, on a des types qui lâchent nettement moins bien l'information. Ils sont très bien formés à répondre en mentant, à dire qu'il n'y a pas de documents quand on sait qu'ils les ont,
etc. Pour les gens d'extrême gauche, il faut vraiment, en général, le mieux pour faire les interviews avec eux sur le terrain, c'est d'être à deux, le bon et le mauvais flic. Alors moi je fais très bien le mauvais flic dans ces cas-là, ça me va très très bien, je suis le type odieux. Et j'ai un ami qui est un garçon très gentil, de manière naturelle, les gens le sentent là aussi, donc il fait très bien le bon flic. Et on fait un bon duo pour ça. Mais avec les gens d'extrême gauche, c'est plus difficile parce qu'il y a cette formation léniniste, il y a la protection de l'organisation. En tout temps, on protège la structure. À l'extrême droite, il y a un comportement qui est plus fluide, même si l'extrême droite radicale se veut léniniste, au sens contre-léniniste, contre-subversif, il y a plus de facilité à dialoguer et plus de facilité à obtenir l'information. Par contre, bien évidemment, ça demande deux choses. Ça demande un travail de terrain, ça veut dire qu'on passe du temps avec les gens. On passe beaucoup de temps avec les gens quand on travaille sur les milieux radicaux. Passer du temps avec les gens, ça veut dire, une fois de plus, on ne peut pas jouer les vierges effarouchées, tel qu'effectivement on le verra une gauche morale d'un antifascisme de pacotille, à dire mais mon Dieu c'est terrible, vous allez au resto avec des gens du Front National, avec des gens qui se disent même de l'extrême droite radicale, qui peuvent se dire fascistes, nazis, etc. Oui, tout à fait. Oui, je vais au resto, oui, je bois des bières, oui, comment va ton gamin, ah mon Dieu, les oreillons, ça fait mal. Mais bien sûr, on a un rapport humain qui est absolument permanent, parce que vous ne pouvez pas travailler sur un milieu en arrivant, en disant bonjour, je viens tous les 4 ans, je vais vous poser des questions extrêmement dures et délicates, après je vais faire un article, je vais dire beaucoup de mal de vous, on se retrouve à 13h, ça ne fonctionne pas comme ça. On a un contact qui est permanent, et donc il faut bien également, dans la restitution, avoir une restitution qui respecte les règles de la neutralité académique. Parce que sinon vous n'allez pas être respecté vous-même, et ça ne reviendra pas. Ça ne veut pas dire du tout qu'il vous faut être sympathique. Ça ne veut pas dire du tout qu'il vous faut être gentil lorsque vous écrivez, on ne vous le demande pas. Au contraire, vous savez, c'est comme avec vos étudiants. Quand vous êtes exigeant avec vos étudiants, ils sont contents. Si vous êtes sévère mais juste, ils sont contents et ça fonctionne. Les démagogues, on sait très bien, ne sont pas respectés par leurs étudiants et ça ne se passe pas bien. Le mec qui met 19 à tout le monde, son amphi, en général, ça ne se passe pas bien avec lui. Ben, il y a la même chose. Si vous êtes sévère mais réglo, ça fonctionne bien et donc c'est un milieu qu'on peut respecter. Il suffit juste de respecter les gens. Ensuite, dans ce milieu-là, il y a ces jeux référentiels. Alors ça revient justement à la fois à la fiche sur Salengro, à votre question, mais à un global, et au rapport humain que l'on a. C'est un système très référentiel d'extrême droite. La référence à Salengro, c'est les maigretistes, les maigrets. On a lancé ça au début des années 90. Et puis là, Salengro a voté Front National, c'était suite à Jaurès aurait voté Front National, la fiche de Louis Ayot, qui lui-même s'inspirait d'Alain Soral, qui a dit dans une conférence, Marx aurait voté Front National. Il s'agit bien évidemment de chercher à troubler l'adversaire, à se défaire de cette éternelle imagerie de l'extrême droite. Il est vrai qu'en ce qui concerne l'histoire et le droit, ce sont des sources fondamentales. Il faut voir que l'extrême droite, à l'échelle européenne, lorsqu'elle s'est retrouvée avec justement cette ombre de la Seconde Guerre mondiale qu'on évoquait tout à l'heure, s'est mise à prospecter des travaux de sciences politiques et d'histoire politique pour se trouver d'autres référents. C'est le moment où la question de la révolution conservatrice sous l'Allemagne de Weimar est devenue une référence majeure dans les années 50 parce qu'elle permettait de contourner le national-socialisme, qu'on allait retrouver un certain nombre de fondamentaux de l'extrême droite radicale tels qu'elle a souhaité au niveau idéologique, mais qu'on pouvait se débarrasser du référent national-socialiste, on pouvait se débarrasser du référent fasciste, on pouvait se débarrasser du nombre d'Auschwitz avec même des gens qui ont été réprimés par les régimes fascistes et nazis, en disant vous voyez en plus ça a été des gens qui ont été réprimés, tout en conservant, tout en retrouvant, tout en réactualisant un certain nombre de fondamentaux idéologiques. Donc on allait beaucoup s'inspirer de ces travaux-là, et de même dans le droit, il faut bien voir la campagne de 2002 qui va permettre à Jean-Marie Le Pen d'arriver au second tour. C'est plus le bruit, là aussi à mon avis, c'est plus le bruit qui a existé, qui lui permet d'arriver au second tour que sa propre campagne. Le Front National, c'est un parti de la demande plus qu'un parti de l'offre. C'est la demande sociale qui lui permet de réussir plus que l'offre idéologique qu'il propose sur le marché politique. Cette campagne, les notes, je les ai publiées dans les numéros 2 justement, il y a les notes de Louis Ayot qui le définissent. On voit bien le juriste chez Ayot dans sa manière de réfléchir sur un certain nombre de choses et de considérer que justement le référent aux institutions permet
de donner du parti une image extrêmement rassurante. C'est vraiment une des questions dans la dédiabolisation. Si vous vous référez toujours au système institutionnel, bien évidemment, bien vous êtes un parti démocrate, vous êtes un parti rassurant. C'est d'ailleurs des jeux qu'on ne trouve pas qu'à l'extrême droite. Lorsque le général de Gaulle menace d'utiliser l'article 16 en mai 68, à la fin, tout son discours est rempli de références, vous vous en souvenez, vous sans doute en tous les cas, tout son discours est entièrement rempli de références à nos institutions, parce qu'il menace une chose extrêmement forte comme prendre du plein pouvoir, il rassure en s'inscrivant dans un cadre juridique extrêmement normé. C'est un jeu assez classique après tout. Donc là, il y a cette volonté de se désenclaver effectivement par des marques à gauche, de se désenclaver par des marques censément rassurantes, surtout qu'on est dans un pays où on gagne les élections à gauche. Vous savez qu'on a fait le décompte des références historiques de Nicolas Sarkozy en 2007. L'homme qui citait le plus, c'était Jean Jaurès. Jacques Chirac n'a pas gagné les élections lorsqu'il se présentait comme un Reagan, il a gagné les élections quand il parlait de la fracture sociale. On est dans un pays où on gagne les élections à gauche, c'est ce qu'on appelle le sinistrisme, qui est typique de la vie politique française. On gagne les élections un coup à gauche. Et puis après, on gagne sa politique. Mais donc, le Front National est comme les autres, il joue ce jeu-là, il y a toujours ce fantasme de l'extrême droite, effectivement, qu'il faut aller marquer la gauche, le fantasme qui date de 1919. Donc on retrouve ça, et puis il y a cette source, la source académique qui est absolument fondamentale dans le renouvellement de l'extrême droite. Les sciences sociales, les sciences humaines, les sciences juridiques et politiques font partie des moteurs extrêmes, puisqu'il n'y a pas de doctrine pour les courants d'extrême droite. L'extrême droite est une affaire de vision du monde, mais c'est quelque chose de très plastique. On peut passer d'un point de vue économique effectivement libéral à un point de vue économique étatiste. C'est le cas du Front National qui passe du réganisme à l'État stratège, mais c'est le cas, pensez à Mussolini, qui présente un État manchestérien réduit à minima et qui finit à l'État total en matière économique. Donc qu'on soit dans un courant national populiste comme le Front National ou qu'on soit dans le fascisme, notre programme c'est toujours d'abord de gouverner, pour parodier la formule de Mussolini, le programme c'est de gouverner l'Italie. Il reste toujours ce marqueur-là à l'extrême droite. Pas une affaire de doctrine, pas une affaire de bible idéologique, mais une affaire de vision du monde, que ce soit l'extrême droite de type électoral ou que ce soit l'extrême droite radicale. Je suis sûr que je suis en train d'oublier au moins une ou deux questions. Oui, celle relative, c'est dans le droit fil de l'histoire constitutionnelle sur le fait que le Front National mette en avant la personnalité du général de Gaulle. Alors ça, il y a deux aspects. Il y a effectivement le renouvellement générationnel fort. Or, on sait bien que le général de Gaulle est aujourd'hui une référence commune. Ce n'est plus pour un camp. Aujourd'hui, tout l'espace politique peut citer effectivement et de Gaulle et Jean Jaurès. On rentre dans les grandes figures de la nation. Pour un parti qui veut être le parti de la nation, on ne peut pas passer sur ces figures. Il est tout à fait logique que le Front National, puisqu'il se prend comme le premier parti patriote, cite de Gaulle, cite Jaurès. Néanmoins, ce qui est le plus pertinent, c'est que ça nous ramène exactement à la question des gays. C'est la question de la postmodernité. Le discours du Front National aujourd'hui n'est effectivement pas un discours sur la totalité. Il est de dire nous avons une société fragmentée. Nous avons une république, une nation qui a explosé sous le coup des communautarismes. C'est-à-dire, pour vous qui faites des études, il nous parle de la postmodernité. Il nous parle d'une société fragmentée, d'une société où on ne fait plus corps commun à travers les partis, à travers les syndicats, à travers le culte de la nation, mais où effectivement il y a de multiples identités qui sont trop chocs. La force de l'extrême droite néo-populiste, c'est de dire cet état de fait n'est pas dû à la transformation de nos rapports de production, n'est pas dû à la transformation de nos institutions et de nos règles économiques, mais dû à la présence des populations d'origine arabo-musulmane. C'est les populations d'origine arabo-musulmane qui provoquent une société multiculturelle, et la société multiculturelle, on met dedans tous les plaies de la postmodernité, de l'atomisation sociale, de la précarisation du travail, etc. Donc, il y a un référent unique maléfique. Et ça permet à tous ceux qui vont considérer ce référent unique maléfique en responsable des problèmes sociaux, des problèmes économiques, responsable d'une pression sur les valeurs libérales, tout thème de l'islamisme, donc de l'islamo-fascisme, du totalitarisme islamiste, qui viendra mettre en cause les droits des minorités, des gays, des femmes, des minorités religieuses, des juifs, etc. Puisque vous les mettez en cause, vous pouvez venir à l'extrême droite néo-populiste comme vous êtes. Vous pouvez venir sans un corpus idéologique d'extrême droite profond. Vous pouvez venir sans une vision du monde profondément structurée par les valeurs de l'extrême droite. Parce qu'on est dans cette idée-là, effectivement, de quelque chose d'assez flou, avec une cause maléfique unique, et vous pouvez venir aujourd'hui au Front National, et vous avez effectivement aujourd'hui au Front National une présence de gens
qui vous dit moi je suis gay, mais on s'en fout. Hein, je suis gay, je suis pour Marine. Moi je suis juif, mais bon, on s'en fout. Quoi. Comment ça, Vichy, je m'en fous, ça n'a aucun rapport. Je suis pour le Front National, je suis pour Le Pen. Vous pouvez avoir des gens qui vont vous dire, effectivement, jusqu'il n'y a pas longtemps, avec un militant comme ça d'ailleurs. Moi j'étais au RPR, je me considère toujours comme gaulliste, et pour moi le RPR aujourd'hui c'est le Front National. Parce qu'effectivement je considère que l'UMP a trop bougé idéologiquement par rapport à l'époque du RPR, et je m'y reconnais, et donc je m'en fous. Le je m'en fous est devenu le grand cri du cœur façon de la vision politique moderne. Donc c'est quelque chose qui fonctionne très bien, c'est ce jeu. Le Front National s'oppose à la postmodernisme, mais les comportements qui amènent sont des comportements profondément postmodernes. Je me considère comme un individu, je refuse d'ingurgiter la totalité d'une vision du monde, d'un corpus doctrinal, etc. Je viens tel que je suis, c'est comme dans la pub de McDo, et ça doit fonctionner ainsi. Il y a cette espèce de demande sociale qui est très particulière, mais qui correspond très très bien aux valeurs de notre société, très très bien à une société où tout est consommation, tout est objet à consommer. Et là-dessus, cette grande fluidité structurelle, cette grande fluidité intellectuelle permet, à mon avis, même au Front National, d'avoir des possibilités de progression en termes de part de marché électoral. Et ouais. Merci. D'autres questions, puisque vous faites des études. Je ne suis pas ça pour vous agresser. Je vous en prie. Oui, moi c'était vraiment par rapport à votre méthode, en dehors des sources, quelle serait, dans une enquête par exemple, une semaine type. Alors là, mon Dieu, si je dis ça d'abord, il faut absolument pas que ma mère regarde. On a un avantage aujourd'hui qui est absolument formidable, qui est effectivement l'interconnexion par les réseaux sociaux. Donc vous êtes en permanence en contact avec les uns et avec les autres. Vous êtes tout le temps, parce que moi je discute avec des militants de toute la France. Il y a des militants, j'ai des petits militants référents qui permettent aussi, vous savez, d'avoir le... Il faut toujours sentir la température avant de mettre le pied dans le bain. Donc c'est bien régulièrement de discuter avec les gens à droite, à gauche, dans différents lieux du territoire. Et on discute régulièrement avec des cadres du Front National d'un certain nombre de départements. On discute quoi, on discute. Vous ne demandez pas toujours une info, ni rien, vous discutez. Ça vous permet de sentir le bain en permanence et de sentir en permanence quelles sont les dynamiques, les tensions qui parcourent le parti. C'est la question centrale, c'est ce qui vous permet de rigoler intensément lorsqu'ensuite, effectivement, vous entendez, vous lisez chez certains journalistes extrêmement au fait des choses que non, il n'y a pas de tension au sein du Front National, par exemple, actuellement. C'est au contraire, sans doute, un très habile stratagème. J'ai lu ça dans un article du Point. Je crois que j'ai failli fondre des murs tellement je riais. Expliquant qu'effectivement, le Front National faisait semblant d'avoir des tensions de manière à pouvoir parler à différentes niches électorales. Absolument superbe, absolument extraordinaire. On sent la personne fréquente profondément le milieu. Non, le Front National est actuellement un parti agité, tendu, parcouru de tensions. Mais bien évidemment, pour ça, il faut discuter avec les gens pour s'en rendre compte. Et pour discuter avec les gens, on revient encore une fois plus à la même chose, il faut les respecter. Parce que vous savez, par exemple, des gens, bonjour, je voudrais écrire que vous êtes un sale nazi, c'est marrant, mais ils ne vont pas discuter avec vous. Parce qu'en plus, ils ne sont pas des sales nazis, ce sont des individus qui ne sont pas des nazis. Donc, on revient à cette même question, on revient éternellement à cette question-là. L'avantage de ce terrain-là, c'est que lorsque vous êtes respectueux des gens, c'est tellement rare, ils sont tellement à l'habitude, ils ont tellement de sentiments, un sentiment un peu oxygénal, un peu excessif d'ailleurs, ils ont tellement l'impression d'être rejetés, d'être caricaturés. Comment vous dites, écoutez, moi je suis contre vous. Moi je le dis toujours aux gens quand je vais faire un long entretien avec eux, je leur dis toujours d'où je parle, quel est mon parcours politique, et à quel point je suis quelqu'un d'en face. Et si, alors il m'arrive des fois de taper le carton, il n'y a pas longtemps, par exemple, pour le mariage gay, j'étais avec les cadres du Front National un petit peu avant. Et après, on était là pour discuter des faits. Ils disent, mais toi tu en penses quoi du mariage? Bon, je trouve ça très bien, etc. Bon, syncope. Discussion, quand il y a une loi sur l'immigration, qu'est-ce que t'en penses quoi? Bon, moi je suis pour la régularisation des sans-papiers. Ils exagèrent. Bah ouais, je suis comme ça. Et donc ça se passe très bien.
Vous ne prenez pas les gens à revers, vous leur dites les choses de manière très propre, très nette. Moi, j'ai aucun problème à assumer mes idées. Je ne les pose pas sur la table si on ne me les demande pas. Si on me les demande, je réponds simplement, clairement. Et après, on rentre dans le vif du sujet. S'il y a une chose à faire avec les milieux radicaux, c'est d'être soi-même, je veux dire, extrêmement... je vais peut-être vous paraître cool, je veux dire, il faut être gentil. Il faut être gentil, il faut être attentif à l'autre. Vous l'écoutez, vous ne le caricaturez pas, vous ne l'agressez pas, vous laissez la personne parler. Et vous ne rentrez jamais dans un débat, par contre. Enfin, vous n'êtes pas là pour ça. Moi, j'ai jamais cherché. J'ai interviewé des gens qui étaient, par exemple, dans le mouvement néo-nazi des années 70, un mouvement très activiste, ou des anciens Waffen-SS. Le moment où vous rentrez, bien évidemment, sur la question du complot juif mondial, ou bien sur l'inégalité des races, vous n'êtes pas là pour dire non, je t'en prie, je trouve pas ça gentil ce que tu dis. Vous n'êtes pas là pour débattre avec la personne. Vous allez écouter, vous allez reposer des questions, vous rebondissez, etc. Il y a des fois où on vous prend parti, il y a des mythos, etc. Pour ça. Bon. On n'est pas là pour ça. Tant qu'on fait son job, en fait, ça se passe bien. Mademoiselle. Comment vous pouvez parler de neutralité du chercheur, ça semble que vous êtes évidemment l'opposé. Peut-être que dans les débats, non, parce que... non, parce que quand j'écris, là je suis à l'oral avec vous, je discute avec vous justement du backstage, mais lorsque j'écris, moi je suis parfaitement neutre. Je suis parfaitement neutre. Ça me permet régulièrement de rire justement, parce qu'effectivement, je vous racontais tout à l'heure cette anecdote, je vais avoir des gens qui vont dire mon Dieu c'est horrible, c'est un type d'extrême gauche, mon Dieu c'est horrible, c'est un type d'extrême droite, c'est un type de droite, c'est un type de gauche. J'ai ça régulièrement sur les commentaires quand ça par exemple des articles presse, mais même là, en fait les gens n'arrivent pas à me situer parce que j'ai une écriture profondément neutre. Ou si vous lisez là, les deux bouquins, moi les deux bouquins sur le Front National parus cette année, j'ai eu droit pas mal de retours de cadres du Front National, soit des cadres locaux, soit des membres de la direction, qui étaient des retours tout à fait intéressés par l'ouvrage, et en considérant justement ni qu'il y avait une agression, ni qu'il y avait une hagiographie, ni rien. J'ai une écriture extrêmement neutre. Vous savez, moi je dis toujours, pareil, à mes amis qui travaillent en sciences politiques, en sociologie, etc., vous savez, les uns les autres, on se lit les uns les autres. Tiens, tu peux regarder mon papier, me dire ce que tu en penses, etc. On se renvoie les choses en petite tribu. Et moi, je dis toujours, notre ennemi, c'est l'adjectif. Je tue les adjectifs. Et je les enlève à mes petits camarades qui me demandent d'aller relire. Il n'y a pas d'heure les plus sombres. Il n'y a pas d'idéologie nauséabonde. Tout ça, ça n'existe pas. Il y a une idéologie. Et ensuite, on la caractérise. Si on la caractérise, c'est avec une critérologie, avec des critères, etc. Lorsque vous travaillez, moi je travaille aussi sur les camps, vous savez. J'ai toujours trouvé ça très très simple. J'ai travaillé sur les camps d'internement, la déportation, etc. également. Et quand vous expliquez les choses, quand vous expliquez comment ça fonctionne un camp, moi rien ne m'insupporte plus que de dire une bonne partie de la production qu'on fait aujourd'hui autour de ça. Parce qu'on veut faire pleurer mes mères avec les règles médiatiques. Quand vous racontez la réalité d'un camp, vous n'avez pas besoin de rajouter des adjectifs. C'est pas vrai. Parce que la personne qui considère ce qui se passe dans un camp comme tout simplement supportable au niveau humain, je veux dire, la césure politique, elle est faite entre elle et moi sans que j'ai besoin de mettre des adjectifs. Parce que tout simplement, c'est inacceptable. Et quand je dis ça, je ne pense pas qu'on soit dans la Seconde Guerre mondiale, parce que sur nos procédures d'internement, vous savez, il y a fort à redire sur les républiques également. Nous avons des procédures qui posent de vraies questions sur la manière dont, une fois de plus, notre société a une demande autoritaire, sur la manière dont nous nous réprimons nous-mêmes et dont nous réprimons certains groupes pour assurer notre cohésion sociale. Donc, on n'a pas besoin d'adjectiver. On n'a pas besoin de commenter. Si on explique ce qu'est le nazisme, idéologiquement, ce que va être un néo-nazi si on pense à quoi d'aujourd'hui, quel est l'intérêt de faire un commentaire? Moi, je ne comprends jamais, lorsque je lis des auteurs de la gauche morale, pourquoi faire des commentaires? Parce qu'en soi, je pense qu'ici, les uns et les autres, si nous discutons de ce qu'est la SS, nous serons à peu près d'accord sur le jugement moral et éthique que nous émettons sur elle. Nous n'avons pas besoin d'y ajouter un adjectif. Et si quelqu'un a besoin de cet adjectif, franchement, je pourrais discuter avec lui, et j'ai pas envie qu'il me dise. Alors en plus, c'est parfait, vous voyez, on est super à l'aise. Hannah Arendt avait écrit justement un ouvrage, Eichmann à Jérusalem. Hannah Arendt étant d'origine juive,
Et son livre a été très controversé, puisque justement, pour ma part, elle a eu cette acuité de se mettre en recul par rapport au régime totalitaire et de décrire finalement comment on en était arrivé à ces camps de concentration. Et on a estampillé d'avoir finalement décrit le régime totalitaire comme une banalité du mal. Et je ne pensais pas que, justement, on ne devrait pas insérer dans le monde éducatif peut-être une connaissance plus objective du régime totalitaire. Et par exemple, dans les manuels d'histoire ou de géographie, on commande beaucoup les camps de concentration. Et finalement, est-ce qu'on n'éduque pas les futurs citoyens à avoir déjà une pensée très subjective du régime totalitaire et faire après un amalgame avec l'extrême droite Alors, ce que vous dites est intéressant parce que, en plus, on peut comparer entre la manière dont on fait nos programmes et la manière dont ça fonctionne en Allemagne. Alors, moi, je suis pas du tout un de ces obsessionnels de l'exemple allemand, je vous rassure à la base, mais quand même, en la matière, on peut regarder. En Allemagne, il y a cette idée, effectivement, d'un usage au long cours de cette période historique. Par exemple, les forces de sécurité en Allemagne, les membres des forces de sécurité, participent à des séminaires autour de ces thèmes-là pour voir quelle est la question justement de la légalité d'un ordre. C'est une démarche qui est intéressante. Vous savez que nous, on trouve là sur une partie, par exemple sur la section S, qui est celle censée former nos futures élites en règle générale par rapport au lycée. Ils font les guerres mondiales et après ils font le totalitarisme. Or, si on peut comprendre le totalitarisme que si on a la Première Guerre mondiale, la brutalisation de la Première Guerre mondiale, 1917, la Révolution russe, 1919, la fondation du premier faisceau. Ça pose une grave question. Pour comprendre ça, je crois que d'un côté, on remue beaucoup trop le souvenir de la Seconde Guerre mondiale et on le remue beaucoup trop mal. Parce qu'effectivement, on va en faire une règle morale, mais qui est un salaud ici? Personne. Or, comme on pose toute la question sur le terme de la désignation des salauds, personne n'est concerné. Ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est quand on a, par exemple, si on prend en France, je parlais des camps, vous me parlez, là aussi on reste sur ces questions-là. En France, c'est pas la Seconde Guerre mondiale qui nous donne des camps, c'est le décret du 12 novembre 1938 qui permet d'interner en camp les indésirables étrangers. On est à Perpignan, ça va en particulier servir pour les camps de la retirade en février 39. Mars 39, il y a plus de gens à l'intérieur des camps dans ce département qu'à l'extérieur des camps. Ok? On est bien avant la Seconde Guerre mondiale, et le décret du 12 novembre 38, il est permis par quoi? Il est permis par une suite de faits divers qui impliquent des étrangers.